J'ai intitulé donc mon intervention « Mieux comprendre pour mieux agir ». Donc c'est orienté vers les pratiques. Donc je vais les trois points suivants. D'abord, premier point, la sous-représentation des femmes dans le numérique n'est pas une fatalité. Deuxième point, de l'exclusion à l'inclusion. Et pour ce domaine-là. Et puis, quelques pistes récentes pour agir. Donc, je travaille moi-même depuis une vingtaine d'années sur cette question de genre et technologie. Alors, quand je dis que ce n'est pas une fatalité, tout d'abord, si on regarde les autres métiers et si on se rappelle qu'il y a une quarantaine d'années, seulement 26% des médecins étaient des femmes, aujourd'hui, on a tout à fait la parité. En 68, parmi les magistrats, et là ça a été un long combat, il n'y avait que 20% des femmes, c'était le slogan « robe sur robe ne vaut pas », donc elles ont été freinées longtemps. Donc aujourd'hui, là aussi, on est à la parité. Et il y a des phénomènes similaires en pharmacie, en chimie, biologie. Bon, le plafond de verre, il est partout, hein, soyez rassurez-vous. Mais la mixité, elle est atteinte. Alors, l'informatique est un domaine très particulier à cet égard parce que c'est le mouvement inverse qui s'est passé, c'est-à-dire au milieu des années 60, notamment avec le développement du logiciel, il y a une entrée croissante des femmes à tout niveau. C'est y compris le premier doctorat en informatique aux États-Unis, c'était une femme. Donc, il y a une entrée très croissante et un tournant 20 ans après. Je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, mais il y a eu en tout cas deux phénomènes. On a volontairement masculinisé la profession. Ça a été extrêmement bien documenté pour la Grande-Bretagne, par exemple. Et le phénomène dans le grand public de la micro-informatique qui a été positionné aussi comme très masculin. Donc, un domaine, donc ce n'est pas une fatalité historique. En plus, il y a de fortes disparités entre les pays. Et là, je m'appuie sur un rapport de cette année de l'UNESCO en ce qui concerne la formation, et la formation en STEAM, mais qui inclut largement l'informatique, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et on voit que des pays comme la Suisse et le Chili, donc des pays différents du point de vue richesse, sont à moins de 25%, et qu'on a au contraire plus de 50% en Syrie, Tunisie, Algérie, puis entre les deux, des pays européens, des pays non européens. Donc, il y a une forte disparité, et c'est parce que ce même rapport de l'UNESCO a comparé il y a 10 ans et aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui bougent, mais pas forcément dans un sens. Et des pays qui étaient comme l'Islande, par exemple, pratiquement à 45%, en 10 ans, sont redescendus de 8 points. Et au contraire, des pays comme les Pays-Bas ont le taux de participation des femmes a évolué. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité et des évolutions. Et puis quelques surprises. Si on voit la grande université de Malaisie, l'université Malaya, le département informatique et technologie d'information, il y a 4 pôles, on voit qu'il y en a 3 dont les responsables sont des femmes. Donc, et d'ailleurs, il y a parité parmi les étudiants. Après, le marché du travail, ça va être autre chose, mais... donc voilà. Par ailleurs, ce n'est pas une fatalité, parce que quand on le veut, on peut, dans les institutions d'enseignement, obtenir une mixité. Et je vais prendre 3 exemples, il y en a encore une dizaine d'autres. Le premier, l'historique, c'est la grande université Carnegie Mellon, avec la partie informatique, l'école d'informatique. En 95, moins de 10%, ils se sont dit, ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a eu un programme qui a été lancé, et 5 ans plus tard, plus de 35%. Et aujourd'hui, c'est stabilisé, parce que justement, ce n'est pas des coûts, et puis 2 ans après, eh bien, ça revient en arrière, stabilisé autour de 40%. À peu près à la même époque, en Norvège, pays qui est très égalitaire, mais qui rencontrait le même phénomène, là c'était 6% dans cette grande université NTNU,
Et là, ils ont fait un premier coup. En un an, ils ont réussi, mais c'est un plus petit pays, à avoir 35%. Et aujourd'hui, là aussi, depuis une 20 ans, c'est stabilisé à 40%. Et puis, Harvey Mudd College, de nouveau aux États-Unis, ils ont mis 5 ans pour atteindre la quasi-parité à 40%, et depuis presque 10 ans, depuis 8 ans, eh bien, il y a 50% et plus. Et c'est tellement exemplaire qu'il y a eu un cas qui a été fait à destination des institutions qui voudraient se lancer dans ce genre de programme, qui a été publié au MIT et qui est largement disponible. Voilà, donc ce n'est pas une fatalité, mais c'est un coût. Et il y a des facteurs clés pour inclure pour les institutions qui veulent arriver à cette mixité. L'engagement durable de la direction, ça c'est absolument impératif. Inscrire l'action dans la durée. Parce que moi, j'ai souvent, où je suis intervenue dans conférences des directeurs d'écoles d'ingénieurs ou bien dans des entreprises, tout le monde voudrait le truc. Le truc, on est prêt à y consacrer 1 mois peut-être, et puis après, on veut en retirer immédiatement les bénéfices et aller pouvoir communiquer qu'on est l'école la plus inclusive du point de vue du genre. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, et notamment le budget. Toutes ces institutions, il y en a encore une dizaine d'autres, ben, elles ont un budget pour conduire le changement et un budget pour pérenniser le changement. Parce que tout autour, en fait, on est quand même dans un climat social où, et en reparler, où la mixité dans ces domaines n'est pas la règle. En plus, conduire des actions, il faut conduire les actions dans un cadre global, c'est-à-dire qu'il y a différentes dimensions que je vais évoquer. Avoir une équipe porteuse disponible et compétente sur la problématique genre, parce qu'on peut faire de graves erreurs avec la meilleure bonne volonté du monde. Et donc, pour ça, il faut pratiquer la réflexivité, c'est-à-dire se dire, eh bien, on a fait une action, quels sont les résultats et qu'est-ce qu'il faut éventuellement réajuster. Alors, je vais passer à mon deuxième point, de l'exclusion à l'inclusion. Donc, quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas du tout sorti du modèle de l'exclusion, et le modèle de l'exclusion, c'est analyser les choses, vous l'avez évoqué ce matin, mais analyser les choses en termes de déficit. Et ça, on va le retrouver encore très largement aujourd'hui, c'est-à-dire que les femmes ont un manque de connaissances, de compétences, de confiance en elles, etc., etc. Donc, on va les aider pour pouvoir les inciter à venir dans le domaine informatique. Si on passe et domaine du numérique. Si on passe à une approche basée sur l'inclusion, ça veut dire que le problème, ce n'est plus les femmes qui auraient ceci, cela, mais c'est le milieu dans lequel on voudrait les voir, qui doit se poser des questions sur le changement pour que ça devienne tout simplement accueillant. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les institutions qui ont fait basculer leur état où les femmes étaient exclues à un état où elles sont incluses. Alors, les recherches que j'ai menées aussi depuis assez longtemps dans des entreprises ou dans des institutions parmi des étudiants me montrent que les femmes se tiennent à distance parce qu'elles savent, elles pensent, elles sentent qu'elles seront étrangères. Ce n'est pas du tout par méconnaissance. Donc quand je vois un corps aujourd'hui, je me dis « Ah, mais les femmes ne savent pas comme ces métiers du numérique peuvent être intéressants. » Et pourquoi elles ne savent pas? Et pourquoi les garçons, ils savent qu'ils peuvent être intéressants? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Non. En fait, je me rends compte que les femmes savent ou sentent que pourquoi est-ce que je me mettrais, c'est déjà pas toujours si facile dans le milieu professionnel, donc pourquoi est-ce que je me mettrais encore une difficulté supplémentaire qui est d'être étrangère et de devoir toujours justifier que oui, je suis compétente. Donc,
je propose et je travaillais sur un modèle d'inclusion qui vise donc un changement de culture. Et ce modèle, il est forcément multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir que sur une chose du genre, on va recruter plus de femmes par des actions en allant les chercher dans les collèges. Et ne me parlez pas de beauté en touche en disant il faut que ça commence à la maternelle, car c'est faux. C'est faux, et justement, les exemples que je vous ai donnés d'institutions qui ont réussi à atteindre la mixité de façon durable montrent que on n'avait pas, les jeunes femmes, les étudiantes qui sont rentrées n'avaient pas été exposées dès la maternelle à, je dirais, des discours égalitaires. Donc, quelles sont ces multidimensions? Il y a l'espace. L'espace envoie énormément de messages, c'est-à-dire les locaux, la communication institutionnelle. Moi, je sors là, qu'est-ce que je vois? Je regarde un peu dans le couloir, qu'est-ce que je vois? Je tombe sur une pile de brochures sur les masters spécialisés de l'école d'ingénieurs. Eh ben, qu'est-ce que je vois? Je vois que je n'ai pas de place. Voilà. C'est tout simplement par les... les discours seront contraires. À l'intérieur des brochures, il y aura des discours, mais bon, rien que d'avoir vu ces brochures, des petites choses. Donc là, les locaux, maintes fois, j'ai vu ces messages envoyés. Or, il y a des recherches très précises qui ont montré que l'importance des locaux pour les choix d'orientation. Le développement, autre dimension, opportunité de se développer. Alors, donc ça veut dire effectivement une reconnaissance et pas être obligé de mendier pour la reconnaissance. Ça signifie aussi pouvoir progresser. Alors, si je prends le cas de Harvey Mudd, donc élu, ils disent par exemple, il faut faire très attention aux interactions pendant les cours. Pendant les cours, tout enseignant sait que il va y avoir 3, 4, 5 élèves qui vont tout de suite, toujours lever la main, prendre la parole, etc. et d'autres qui ne vont pas lever. Donc il faut, c'est ce que vous disiez, former les enseignants à ces interactions qui sont en fait là aussi excluantes et pouvoir progresser. Donc là, ça aussi, toutes les institutions avaient même commencé pratiquement par ça, c'est modifier certains cours. C'est-à-dire que si on sait que, notamment dans le numérique, dans l'informatique, il y a au départ des différences de niveau, l'objectif, c'est d'avoir des cours qui puissent, au bout d'un an, mettre tout le monde à niveau. Troisième dimension, la relation et les opportunités de mise en relation, où là aussi, eh bien, être une femme est souvent un handicap. Donc, ce qu'ont fait certaines de ces institutions, c'est travailler sur la participation à des réseaux formels. Par exemple, la journée quasiment inconnue en France, qui existe depuis des décennies, autour de Grace Hopper, qui est un monument dans l'histoire de l'informatique, qui a pensé et mis en œuvre et développé le premier compilateur, qui était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc il y a une journée Grace Hopper Celebration qui est internationale. Eh bien là, par exemple, ces institutions, il faut payer naturellement pour ça, offrent à des étudiants et des étudiantes dans leurs institutions d'y participer et les financent. Et aussi le soutien pour créer des réseaux. Je me rappelle, il y a des années de ça, il y avait eu un réseau d'anciennes de ce qui ne s'appelait pas encore l'IMT à ce moment-là, ni BS ni Télécom, d'anciennes. Bon. Et puis, il y avait tout de suite des gens qui ont commencé à dire « Non, attendez, mais pourquoi c'est excluant ?» et sans réaliser que parmi les réseaux des anciens, c'était toujours quand même, les femmes étaient très très peu représentées dans les instances. Voilà. Donc ça, c'est autre chose, c'est justement une autre position et soutenir la création de ce réseau. Et quatrième dimension, c'est non seulement être reconnu et se développer, mais aussi cette idée d'empowerment qu'on ne sait jamais bien comment traduire, c'est-à-dire être sûr de pouvoir prendre des responsabilités, de se projeter, surtout de se projeter dans l'avenir. Et donc, là, par exemple, Harvey Mudd met pour les étudiantes qui sont considérées comme étant moins favorisées, des aides à la recherche de stage ou bien des offres, des projets de recherche sur le campus pendant l'été.
Alors, je voudrais dire que toutes les institutions américaines, il y en a eu là relativement récemment une dizaine qui se sont engagées aussi dans des projets qu'on appelle maintenant diversité, égalité, inclusion. Et ça touche non seulement les femmes, mais aussi les groupes sociaux qui sont très peu représentés dans les métiers du numérique. Alors, quelques pistes récentes pour agir, j'en donnerai 3. S'appuyer sur la recherche, sur les résultats de recherche quand on mène une action et pas aller simplement avec sa bonne volonté. Deuxième chose, j'ai parlé des mouvements de structuration et qui rejoint une pratique depuis quelques mois, je crois, autour du microféminisme. Et troisième piste, c'est non seulement construire l'égalité, mais aussi défaire l'inégalité. Donc, tout ça, c'est des recherches récentes. Alors, la première, c'est la question que certains chercheurs se sont posés, aussi en Australie, en Bretagne, aux Pays-Bas, mais en somme, pourquoi toutes les incitations d'action, des incitations à faire venir les femmes dans le domaine du numérique, mais pourquoi, moi j'en connais depuis combien, 20 ans, 30 ans, on recommence toujours la même chose. Et pourquoi ça n'inverse pas la tendance? C'est globalement, finalement, si on regarde dans le monde, ça ne bouge pas. Alors il y a localement, il y a des progrès, il y a des choses qui sont stables, mais disons que ça n'inverse pas complètement la tendance. Alors, si on analyse ces actions pour un certain nombre d'entre elles, eh bien, on voit que d'abord, l'effort majeur, c'est sur la réalisation de l'action. Il faut faire un événement international, il faut faire des choses, il faut faire une semaine pour les femmes, etc. Bon. Donc, ça demande des efforts, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits avant, de réflexion sur l'action. Et donc, notamment, il y a très peu d'hypothèses qui justifient l'action. Donc, quand on a très peu d'hypothèses explicites, c'est qu'on a des hypothèses implicites. Et d'ailleurs, dans ce domaine, je dirais que 80% des personnes, quand on les interroge, savent très bien pourquoi les femmes ne vont pas dans l'informatique. Donc, c'est des hypothèses implicites qui sont en général essentialiste, c'est-à-dire qu'on considère que par nature, eh bien, et on ne va pas se battre contre la nature. Donc, il y a des hypothèses implicites. Donc, et les hypothèses implicites, c'est vraiment le déficit. C'est-à-dire que les femmes manquent de quelque chose. Donc, pratiquement toujours, dans ces grandes actions, on ne s'adresse qu'aux femmes. C'est elles le problème, donc on va s'adresser à elles. Et puis ensuite, troisième point, c'est pas du tout conduit comme un projet scientifique, c'est-à-dire une recherche scientifique où on a des hypothèses, on mène la recherche ou l'action, et puis on évalue. Après, on juge. Là, l'évaluation de l'action, elle est très limitée. Le plus souvent, ça consiste à dire il y a eu tant de participants. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de rassembler les gens. L'objectif, c'est d'avoir un impact sur la tendance. Je vois l'école polytechnique de Lausanne. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils font des actions à destination des adolescentes. Une journée, ça demande des efforts. Ça demande de la mobilisation, des profs, d'autres gens. Il n'y a aucune mesure. Il n'y a rien qui permet de savoir que ça a un impact. Et comme dans leur propre chiffre de recrutement, ça ne se traduit pas, même si quand on a 12 ans, on ne sait pas encore ce qu'on va faire quand on en aura 20, mais disons que c'est un manque. Donc ça, il faut s'appuyer sur la recherche et notamment sur les causes, les vraies causes profondes, qui est que les femmes ne veulent pas venir parce que le milieu ne les attire pas. Alors après, il y a des questions d'identité, etc. Mais c'est lié. Moi-même, qui ai beaucoup d'années et qui ai connu l'informatique dès la fin des années 70, ce n'était pas un problème.
J'étais une femme. Et alors, on n'était pas là, comme entendu ce matin, ah oui, en robotique, j'ai vu des jeunes femmes. Non, c'est un non-problème. À partir du moment où on dit, ah oui, j'ai vu des jeunes femmes, on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire, ce n'est pas tout à fait normal. Bon, alors, deuxième point, c'est comprendre le poids des interactions. C'est-à-dire, la question c'est, que j'ai posée, mais pourquoi ce stéréotype de la masculinité des technologies de l'information, du numérique, pourquoi est-ce qu'il persiste? Tout le monde est contre, presque tout le monde est contre. On dit non, non, mais c'est la faute au stéréotype, c'est la faute au stéréotype, il dure. Mais d'accord, mais pourquoi il dure? Eh bien, en fait, c'est parce que si on comprend bien le fonctionnement de la persistance d'un stéréotype ou de sa disparition, c'est que ce n'est pas juste une représentation, ce n'est pas une force extérieure qui serait là, il est là, eh bien, il faut le détruire. C'est qu'en fait, ce sont les acteurs, c'est nous-mêmes qui faisons vivre ces stéréotypes à travers nos interactions, à travers toutes sortes de petites choses. Alors, ces interactions, ça veut dire, et nous, on l'a étudié, et que des collègues très finement, très longuement, par l'observation, du travail dans les groupes, ou, toutes sortes d'analyses des discours qui pouvaient être tenus. C'est des toutes petites choses. Personne ne va dire « Ah non, mais on ne veut pas de femmes ici. Ah ben non, 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 c'est nous, c'est notre domaine. Bon, ça, c'est impossible. » Non, c'est des petites choses. Donc, je vais donner un tout petit exemple. Donc ça, c'est ma grille de codage sur le renforcement. Donc, ce matin, des catégories. Ça, c'est sûr que la classification, les petites phrases, toutes petites phrases sur les différences de goût qui sont juste jetées là au passage, des hommes, des femmes, les goûts des femmes, les jeux vidéo par exemple, alors qu'il y a maintenant il y a parité dans les joueurs de jeux vidéo. Ben, on entend encore, notamment parmi nos étudiants, des phrases là-dessus. Les capacités, là c'est la même chose. Dans des milieux professionnels où on a les mêmes diplômes, ou bien ici parmi les étudiants, on a passé les mêmes concours, les mêmes diplômes, eh bien, il y a encore des personnes qui se disent « Ah oui, mais le cerveau, en somme, est-ce que le cerveau des femmes est bien fait pour l'informatique ?» Voilà, c'est une toute petite phrase. Je m'interroge, je n'en sais rien, hein, je m'interroge. Mais ça sème des petites graines. Et alors, ce qui est aussi très fort, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que quand même, on se heurte, par exemple, ici, il y a eu parfois des associations tournées vers logiciels libres, etc., des associations d'étudiants. Ben, il y a une étudiante qui se retrouvait à la tête. Ah oui, oui, mais là, c'est différent. Là, c'est une exception. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Donc, on ne regarde pas ce qui est. On a toujours son même schéma et on contribue à le faire vivre. Et donc, de façon discursive, par des petites phrases, mais aussi des attitudes. Et je tiens à dire que ce n'est pas l'affaire des hommes, hein, c'est tout le monde, on partage ça. C'était homme comme femme quand on a fait des analyses de discours où on pouvait repérer ces petits mouvements, comme on dit, de consolidation du stéréotype. Et il y avait aussi vraiment quelques mouvements de déconsolidation. Alors, ça rejoint en fait, moins théorisé, ce qu'on appelle depuis quelques années, c'est une chercheure, professeure en médias, sciences des médias, qui a proposé pour la première fois ce terme microféminisme, qui s'oppose au macroféminisme, c'est-à-dire des grands plans, des grands discours. Et en fait, c'est des tactiques de la déconstruction du stéréotype de genre dans le contexte de la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas des grands combats, c'est des petites choses au quotidien. Et là, il y a eu, par exemple, je ne sais plus si c'est en Grande-Bretagne, je crois, justement des micro-stratégies utilisées dans le domaine universitaire par certaines femmes pour essayer qu'on ne trouve plus
tout à fait naturel que le travail d'encadrement pédagogique qui est majoritairement assuré par des femmes, ben on trouve plus ça tellement naturel. Donc, il dit, est-ce qu'il faut regarder ça comme une forme d'exploitation? Juste poser la question, je veux bien le faire, hein, mais est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à ce que ça représente? Et ça rejoint un mouvement depuis quelques mois qui est apparu sur TikTok avec le hashtag microféminisme et qui est des femmes. Il y a aussi des hommes aussi qui figurent, qui disent ben voilà, j'ai fait une petite chose pour déconstruire les préjugés. Je prends par exemple celui des taxis, puisqu'elle se raconte là, elle dit, bah oui, le chauffeur de taxi qui commence à faire des réflexions sur ces femmes qui ont trop de bagages, il faut tout de suite dire, attendez, c'est trop lourd pour vous, ne bougez pas, je vais le faire. Je vais porter moi-même mettre le bagage dans le coffre. Voilà, c'est des toutes petites choses. Voilà, on ne discute pas plus, hein, on passe à la suite, mais qui peuvent faire évoluer. Alors, je termine, je ne sais pas où j'en suis du temps, mais je dois être dans les temps. Hein. Voilà, c'est que pour réussir l'inclusion, en fait, il ne faut pas simplement mettre en œuvre des pratiques d'égalité, du genre, je décide de recruter, je fixe, mais de me fixer des objectifs, que ce soit en entreprise, que ce soit en institution d'enseignement. Donc, pas seulement des pratiques d'égalité, mais aussi défaire les pratiques en matière d'inégalité. C'est-à-dire, je prends un exemple en entreprise que j'avais aussi observé, c'est que, OK, que des femmes, OK, on les met à un certain niveau, on les recrute à un certain niveau, on va dire, et puis après, dans l'attribution des projets, ah mais non, mais elle, ça va être un peu lourd, ce grand projet qui va donner l'occasion, si on le conduit, qui va donner l'occasion de progresser et d'avancer. Ah non, ça va être trop lourd pour elle. Ah non, mais elle a déjà des enfants. On ne se pose pas en général la question des enfants des hommes. Donc ça, ce sont des pratiques d'inégalité. C'est-à-dire, oui, on a fait des choses en matière d'égalité, mais on laisse de côté une négative. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis intéressée à cette question de disparition, de retrait, on va dire, des femmes dans le domaine informatique, parce que moi, comme les autres, je l'ai pas vu venir. C'est qu'en l'an 2000 que tout d'un coup, en allant voir une étudiante en stage, eh bien, mais je regarde, je dis, mais où ils ont mis les filles? Je n'en voyais plus, alors que ça m'était tout à fait peu familier. Donc, je me suis intéressée à ça, mais je me suis intéressée aussi à ça parce que je suis convaincue, et c'est aussi ce que défendait l'anthropologue Françoise Héritier, d'une certaine façon. Elle disait les différences de traitement, les inégalités, la balance différente entre hommes et femmes, c'est une matrice pour les autres formes d'inégalité et d'exclusion, parce qu'elle est tellement naturelle, parce que des femmes, on en voit partout. On en voit partout dans les entreprises. C'est quand on commence à regarder où elles sont. On en voit partout dans les universités, qu'on commence à se dire, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que d'autres groupes peuvent être, c'est beaucoup plus visible, qu'ils sont un peu poussés à l'extérieur. Donc là, c'est aussi très intéressant parce que ça permet de réfléchir sur la façon d'agir pour aussi défaire l'exclusion d'autres groupes. Voilà, je vous remercie.